quasiment tous les use cases que l'on voit, c'est A implique B, donc si A c'est les mails et B c'est les mails sont des spam ou pas, vous avez un détecteur de spam. Si A c'est des images, B c'est sont le texte des images, vous avez un système de reconnaissance d'images. Si A c'est des phrases dans son langage et B dans un autre langage, vous avez cette traduction, etc. Bien, là je vais aller vite là-dessus, vous le savez. Et puis ça marche très bien. Et puis on a vu dans la présentation précédente, voilà, avec la puissance, l'augmentation des puissances des calculateurs, l'amélioration de l'algorithme, voilà, on peut reconnaître de plus en plus de tags, faire ici des modèles de plus en plus compliqués au niveau du langage. Et ça va continuer. Pas de problème, c'est tout le travail. On a vu les articles de Facebook. C'est absolument extraordinaire le potentiel. Toutefois, on voit qu'il manque quelque chose. Il y a un problème dans la photo. Donc, cet article de New York Times, des biais que l'on connaît, bon, les biais au niveau de l'entraînement qui ont été évoqués, au niveau des gens, les risques qu'il y a les algorithmes. Il y a le système ne peut pas non plus apprendre ce qu'il n'a pas dans ses data. Et c'est un problème. Donc, c'est le common sense problème. Il manque de la connaissance. Des connaissances qui sont potentiellement qui existent par ailleurs. Et les chercheurs parlent là-dessus au niveau du grand public, puisque cet article de New York Times me faisait état de ça il y a quelques mois. Et ce qui est intéressant, c'est que là ils disent, donc au niveau du grand public, déjà, ils peuvent observer des chercheurs, il faudrait regarder dans les vieilles techniques déjà. Là, ils parlent de prologue. Ceux qui ont les cheveux blancs se rappellent de ça, c'est un langage de promotion logique qui était fait dans les années, il y a une trentaine d'années. D'autres après encore, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, donc c'est des vieilles techniques d'IA. Et on sent bien qu'il faut quelque part revenir à ça. Vous avez avant à parler des problèmes de raisonnement, mais là c'est des problèmes que l'on connaît depuis le bec d'oreille. Et pour faire ça, et je fais une référence, on sait que je suis un grand-père, donc c'est super d'être grand-peur parce qu'on peut observer les enfants grandir de manière échantillonnée. C'est super, donc en plus quand on a pas comme l'IA, du coup je ne peux pas m'empêcher de voir quand ma petite fille grandit, de se dire ah là, elle fait 10 fois le même geste, il devait faire son learning, quand elle commence à reconnaître les objets, il y a un CNN derrière. Ouais, désolé, on a oublié. Mais j'ai vu que les psychologues du comportement également regardent ce que font les gens de l'IA pour l'autre. Ça leur donne également des guidelines. C'est assez curieux. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est plutôt les approches connexionnistes l'IA, enfin, en tout cas les images que l'on a au niveau de la manière de fonctionner les réseaux de neurones marchent bien. Et par contre, j'ai ma fille, enfant, qui est étudiante en médecine, et elle, la manière d'apprendre est totalement différente. Elle apprend dans des livres, et globalement, l'étudiant en médecine, c'est des grandes listes, des taxonomies de médicaments, de symptômes, et puis des règles, des règles pour dire s'il y a tel symptôme, alors c'est telle chose, et alors il faut traiter là-dessus. Et pour moi, ça fait référence à l'IA tel que je l'ai pratiqué il y a une trentaine d'années, où on faisait des systèmes base de règles, des systèmes de production, du forward chaining, du parallel chaining, et des représentations de la connaissance. Et donc on voit bien que le cerveau, il y a tout ça, et puis il y a d'autres mécanismes, et puis qu'il y a un continuum, il n'y a pas une séparation entre les deux, et que si le cerveau le fait, peut-être qu'il faudrait regarder au niveau des ordinateurs pour faire la même chose. Donc cette idée-là, elle n'est pas nouvelle, elle est notamment écrite dans ce livre qui est paru il y a 2 ans maintenant par Pedro Domingo. Ce livre, The Master Algorithms, il a été considéré comme un des 2 livres à lire par Bill Gates pour comprendre l'IA. Je le conseille, il est encore très valable. Et ce que dit Domingo, c'est que voilà, dans l'IA, globalement, il y a 5 tribus, parce que c'est quand même des gens avec des tribus scientifiques qui ne se parlent pas forcément entre eux ou entre elles. Voilà, on peut discuter sur le choix, donc il y a les symboliques, maintenant c'est le deep learning, le machine, les connexions, les symboliques, c'est plutôt ceux qui viennent de la présentation de connaissances par symbole et puis des règles de production, la logique mathématique pour représenter la connaissance. Connexionnistes, c'est les réseaux de neurones, c'est les deep learning, les bayésiens, etc. Bon, est-ce qu'il y en a 5, 6, 3, peu importe, mais on voit bien que ce que dit Domingo, c'est qu'il va y avoir une interaction de ces différents algorithmes, peut-être un jour dans ce master algorithms, et la preuve, dit-il, que ça peut se faire, c'est que le cerveau, on a tous ces modèles-là qui existent en même temps. Donc, c'est une vision un peu lointaine.
Mais il y a quelque chose de vrai, et en tout cas c'est la tendance que l'on voit de nos jours au niveau de la recherche, ou même au niveau de l'industrie, où on voit de plus en plus d'intégration, alors d'hybridation, certains utilisent ce terme, je l'aime bien, entre différentes techniques d'IA, de processation ou de raisonnement. Alors, je vais donner quelques exemples. Voilà, on peut par exemple embarquer un graphe de connaissances, une ontologie, à l'intérieur d'un réseau de deep neural networks. Et on sait que ça sert, tout cela fait pour améliorer les performances, par exemple, de la détection de fraude. Il y a les algos de Google pour faire du job search également, où ils embarquent une ontologie des différents métiers. Voilà, donc ça marche très bien. On peut créer des règles à partir du machine learning. Donc il y a de très très vieilles techniques, du case-based reasoning, et puis il y en a d'autres plus récentes là-dessus. Donc ça permet de résoudre un des problèmes qu'il y a de l'IA, c'est l'explicabilité, puisqu'à la fin du machine learning, on n'a pas une boîte noire, mais on a des règles, un arbre de décision qui sont explicites et plus ou moins vérifiables. On peut utiliser les graphes bayésiens sont intéressants parce qu'ils peuvent être écrits par un humain, avec des coefficients écrits par un humain. Voilà, on sait que si on fume, alors il y a une certaine probabilité pour qu'on ait un cancer, donc ce genre de choses. Et on peut améliorer les coefficients par du machine learning. Donc c'est une technologie qui marche très bien dans ce sens-là, qui est très intéressante. Voilà, on peut utiliser des réseaux de neurones, surtout du technique de word embedding et des word records pour créer des graphes de connaissances ou pour compléter, soit pour trouver de nouvelles entités, soit de trouver de nouvelles valeurs ou même de nouvelles relations. Voilà, on peut aussi utiliser des graphes de connaissances que l'on a, surtout dans le monde de linked open data, pour étendre le jeu de data que l'on a, avoir plus de features et donc améliorer le modèle de machine learning. Voilà, bon, un peu tout ça. Donc ces techniques qui sont plus ou moins avancées, qui sont plus ou moins au niveau de la recherche, certaines sont au niveau de production, certaines que l'on utilise nous ou des startups, d'autres sont au niveau plus compliqué. Les deux derniers par exemple que j'ai mis demandent sur l'intérêt des réseaux bayésiens, ça demande beaucoup de pièces de calcul en preuve de scalabilité. Et le dernier, le multi-agent, c'est quand même c'est plus lourd quand même. Mais on voit des startups qui se mettent là-dessus avec des résultats intéressants pour faire des systèmes de décision. Voilà, alors je vais revenir avant, comment, en pratique, parce que là on est industriel, où il y a des gens pragmatiques, on est ingénieurs, et il y a des choses qu'on peut mettre en place. Comment on va mettre ça en place? Alors, ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est que très important, c'est le rôle des symboles dans tout ça. Au niveau de l'humain, l'enfant, quand il a commencé à avoir 2 ans, il rentre dans le monde symbolique. Il s'est associé de stimuli visuels quand il voit un chat au concept mot-chat. Et puis un peu plus tard, il apprendra que le chat c'est un mammifère, que les mammifères se reproduisent par etc. Donc les symboles vont servir dans le cerveau humain quelque part pour structurer les différentes formes de connaissances, avec les voix pour la perception visuelle, par le son, et un peu plus tard par les livres et par le raisonnement. Et ça permet également de transmettre l'information, comme je suis en train de le faire en parlant de symboles. De la même manière, les symboles vont utiliser les étudiants en médecine, apprennent la médecine via des symboles et font du raisonnement relativement symbolique pour déterminer par exemple les diagnostics à partir de causes. Ils ont un système là-dessus, ils parlent, tout est en termes de symboles chez eux. Et donc les symboles sont absolument importants et c'est sûrement donc, un des vecteurs pour nous pour avancer vers l'IA, donc au niveau de la recherche, mais également nous de manière très pragmatique au niveau de l'IT. Il se trouve qu'on a plein de symboles. C'est super. Les symboles, voilà, dans une base de données, le nom d'une colonne d'une base de données, c'est un symbole, les noms des tags dans une base de données, c'est un symbole, le nom d'une feature dans un modèle machine learning, c'est un symbole, les textes qu'on extrait, les entités qu'on extrait dans un texte pour faire du entity recognition sont des symboles, etc. etc. Donc, jusqu'ici, ces symboles-là, ils n'ont pas de signification pour l'ordinateur. Vous avez family name dans le nom de base de données, l'ordinateur, c'est parce que c'est qu'une famille, c'est parce que c'est qu'un name, c'est rien. Mais on peut commencer à créer, tout comme ça se fait dans le cerveau, on peut créer de la signification en connectant entre eux ces différents symboles. Voilà. Mais si on sait si toutes les family names se réfèrent à la même entité platonicienne, on va dire, d'accord, family name au niveau d'un graphe par exemple de connaissances, un knowledge graph, un semantic graph, alors on commence à créer de la symbolique, de la signification.
Surtout si en plus on équipe ça de propriétés, de choses, de connaissances humaines. Donc c'est comme ça qu'on va le faire. Et on peut le faire donc, à un niveau macro, on peut le faire au niveau local, donc en étendant, alors, vous direz ça c'est peut-être un modèle à entité relation il y a 30 ans. Certes, c'est un peu ça, mais c'est des modèles qu'on appelle des ontologies, où le système a une certaine possibilité de comprendre lui-même les relations, donc c'est directement traitable par l'ordinateur. Et c'est extrêmement intéressant de combiner ça, donc d'aller vers cette direction-là, de manière très pragmatique. Alors, une partie du chemin, c'est déjà fait. Hein, nos clients, ils font du master data management, ils font du metadata management, donc ils font une partie du chemin quelque part, surtout au niveau des données, des bases de données. Et donc l'approche que je veux décrire un peu, voilà, c'est continuer le chemin et intégrer dans cette mouvance-là les features ou les classes de modèles de machine learning, les différentes entités qu'on peut extraire des textes, etc. pour construire au fur et à mesure des connaissances d'entreprise. Voilà. Donc c'est l'approche que l'on propose. Et alors c'est assez rapide sur l'animation. J'ai pris ça. Il se trouve que le terme ontologie dont j'ai parlé, c'est un terme qui vient de la philosophie. Il a été amené dans le monde de l'IA par Tom Gruber, qui est un chercheur d'IA, qui est également l'inventeur de Siri. Donc Siri, qui est quand même une des premières applications grand public et assez magique quand même de l'IA. Et ça montre bien que si on regarde un peu les brevets ou la manière de montage de Siri, ou les assistants cognitifs un peu modernes, on voit bien que déjà ils utilisent une combinaison. À la fois, ils ont des graphes de connaissances, donc la connaissance qui a été donnée par l'humain, sous forme d'entités de graphes, également de règles, mais également, donc, ils font du machine learning, enfin, les deux différents types là-dessus. Tous, avec des variantes un peu différentes. Et pour nous, c'est comme ça que l'on va amener la magie un peu de l'IA au niveau de l'entreprise, donc avec des combinaisons, typiquement en mélangeant ou en hybridant du machine learning avec de la connaissance symbolique sous forme de connaissances, d'ontologie, de règles, de réseaux bayésiens. Voilà, donc en dernière slide, j'ai tenu le temps. Voilà, donc en quelques idées, donc l'approche que l'on a au niveau industriel pour amener nos clients un peu donc à aller au-delà des techniques de limitation du machine learning et sans attendre des progrès pour que le deep learning puisse insérer par exemple du raisonnement, ce qu'il ne sait pas faire encore. Donc c'est vraiment faire un gros travail sur la donnée, construire des ontologies ou des modèles formels différents des données. Non seulement ce qu'ils font déjà au niveau des domaines de bases de données, des fichiers XML, etc., mais également au niveau des API et des modèles de machine learning. Et puis de manière ainsi de suite, construire notre connaissance et qui va à la fois servir pour produire des modèles de machine learning et pour produire de l'IA, et vice-versa, les modèles d'IA et de machine learning pourront enrichir sur notre connaissance. Donc on essaie de créer une sorte de cercle vertueux. Voilà, c'est un peu rapide, mais...